Vous est-il déjà arrivé de remettre votre argent à un escroc pour ne découvrir la supercherie qu'une fois le mal fait? Cela m'est arrivé, inutile d'en révéler les détails, personne n'est à l'abri. Et si votre plus haute ambition consiste à acquérir un article de téléachat ou à miser sur un montage douteux pour s'enrichir à toute vitesse, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas dramatique. Il se trouve que certains ont été dupés au point de croire qu'ils achetaient un pays tout entier. Laissez-moi vous présenter cet élégant jeune homme, Gregor MacGregor. À la différence de son célèbre homonyme, ce n'est pas par des exploits sportifs qu'il s'est distingué, mais par sa créativité. Issu du célèbre clan écossais des MacGregor, Gregor appartenait à une lignée qui pouvait se targuer de quelques faits notables. Elle serait à l'origine des premiers airs de cornemuse, vous savez maintenant qui blâmer, et comptait parmi ses membres le célèbre Robert Roy MacGregor, considéré en Écosse comme une figure quasi légendaire. Gregor, pour sa part, semblait bien décidé à surpasser cet héritage, au point de se proclamer prince sans la moindre hérédité royale. Peu de choses nous sont parvenues au sujet de sa jeunesse, mais rien ne laisse supposer qu'elle ait été difficile. Il était l'arrière-petit-neveu de Robert, et son grand-père avait servi honorablement dans l'armée. Malgré la perte prématurée de son père, sa famille conservait une réputation honorable. Grâce à sa mère et à son réseau, il put même étudier à l'université d'Édimbourg. À 16 ans, âge requis pour l'enrôlement, Gregor fit son entrée dans l'armée. Pour l'y aider, sa famille lui acheta un grade, pour 450 livres environ. Il vécut des aventures nombreuses et variées au fil de ses voyages, mais cela ne le combla pas. Il décida alors de changer radicalement sa vie. Un engagement qui, aujourd'hui, rappellerait presque les slogans douteux des arnaqueurs en ligne. Vers 1804, MacGregor fit la connaissance de Maria Bowater, fille d'un amiral de la Royal Navy. Celle-ci était dotée d'un solide réseau familial, comprenant 2 généraux et un parlementaire, sans compter une dot substantielle. L'union semblait donc tout à fait profitable. MacGregor se retira officiellement du service britannique le 24 mai 1810, récupérant les 1350 livres investis pour ses charges d'enseigne et de capitaine. De retour en Grande-Bretagne, il s'installa avec son épouse dans une maison louée par sa mère à Édimbourg. Il vivait au crochet de son épouse, tout en sollicitant sans vergogne les ressources maternelles. Installé à Édimbourg, il adopta le titre pompeux de colonel, arborant ostensiblement un insigne issu de la chevalerie portugaise et se faisait remarquer dans un carrosse éclatant aux teintes voyantes. Son ambition de gravir les échelons sociaux ayant échoué à Édimbourg, il s'établit à Londres en 1811, se proclamant alors Sir Gregor MacGregor, Bart, usurpant la chefferie du clan MacGregor. Il insinuait également des parentés avec plusieurs aristocrates, ducs, comtes ou barons, sans que rien n'en atteste. En décembre 1811, Maria MacGregor mourut subitement. Gregor perdit ainsi, en un seul instant, sa source principale de revenus et l'appui de la puissante famille Bowater. Tandis que la plupart auraient été accablés de douleur, Gregor avait de son côté des préoccupations d'une toute autre nature. Il se retrouva sans ressources. Privé de reconnaissance officielle et coupé de son appui financier, ses perspectives d'avenir s'étaient singulièrement réduites. La première option aurait été d'annoncer ses fiançailles avec une autre riche héritière. Mais cela aurait été bien trop hâtif et n'aurait pas manqué de susciter l'indignation des proches de Maria. Seconde possibilité, retourner en Écosse pour y cultiver les terres ancestrales des MacGregor. Mais ce serait agir comme un jeune débutant, qui, après avoir rêvé des strass de la grande ville, rentre en autobus dans sa cambrousse, la queue entre les jambes. Rien de mal à cela, mais vous comprenez l'idée. Revenir aux Landes eût été pour Gregor d'un ennui insupportable. Quant à retrouver un emploi, son unique expérience militaire, ainsi que la façon dont il avait quitté l'armée, rendaient son retour particulièrement délicat. Pourtant, un tout autre horizon éveilla l'imagination de MacGregor, celui de l'Amérique latine. Lors d'un séjour récent, le général vénézuélien Francisco de Miranda avait captivé l'attention de la haute société londonienne. Et il est possible que MacGregor ait eu l'occasion de le rencontrer. En constatant la manière dont les élites londoniennes entouraient Miranda, MacGregor dut se convaincre que des expéditions dans le Nouveau Monde pourraient lui valoir, à son retour, une gloire équivalente. Il céda alors le modeste domaine écossais dont il avait hérité et prit la mer en direction de l'Amérique du Sud. Il débarqua au Venezuela en avril 1812.
Il y entreprit plusieurs projets, mais celui qui fit de lui une figure d'opprobre plutôt qu'un héros fut sans conteste l'affaire de Poyaïs. Dans son acharnement à fuir tout labeur, il alla jusqu'à inventer de toutes pièces un pays, espérant en tirer suffisamment pour vivre à son aise jusqu'à la fin de ses jours. Il est presque certain que Grégor possédait un remarquable sens du relationnel, doublé d'un charisme peu commun. Autrement, comment expliquer qu'il ait obtenu, le 29 avril 1820, du roi Georges Frédéric Auguste, une concession démesurée de plus de 3 millions d'hectares, une superficie supérieure à celle du pays de Galles, en échange de quelques flacons de rhum et de quelques bijoux. Cette terre se situait quelque part sur le territoire de l'actuel Honduras. Elle offrait peu en termes d'agriculture ou d'élevage, mais son attrait visuel était certain. MacGregor baptisa ce territoire Poyaïs, en référence au peuple local des Payas. Vers le milieu de l'année 1821, il était de retour à Londres, se présentant comme le cacique, ou prince, de Poyaïs, bien qu'il eût en réalité inventé autant le titre que le territoire. C'est alors que ses malheurs passés se changèrent en opportunités. À 23 ans, lorsqu'il tenta de pénétrer la haute société londonienne, nul ne s'intéressa vraiment à lui. Ainsi, son passé restait méconnu, lui laissant toute liberté d'inventer l'histoire qu'il souhaitait. Tandis que la société londonienne demeurait parfaitement ignorante des zones d'ombre du passé de MacGregor, son charme et ses récits sur Poyaïs éveillèrent leur curiosité. Comment auraient-ils pu vérifier quoi que ce soit sans Google ni téléphone? Grégor se présentait même en compagnie d'une séduisante princesse de Poyaïs, nommée Josepha, ce qui renforçait encore son prestige. Il prétendait chercher des investisseurs et des colons, vantant Poyaïs comme une terre prometteuse. Il fit paraître un guide destiné aux futurs colons, débordant d'exagérations concernant Poyaïs, évoquant une capitale prospère et des ressources abondantes. Bien que largement fictif, ce document soigneusement élaboré parvint à convaincre nombre de personnes, les terrains se vendant rapidement. La stratégie marketing agressive de MacGregor attira de nombreux Écossais à qui l'on promettait d'excellentes conditions de vie. Il organisa des campagnes d'émigration, envoyant plusieurs navires vers Poyaïs. Cependant, à leur arrivée, les colons découvrirent une toute autre réalité. La société florissante qui leur avait été promise n'existait pas. Ils ne trouvèrent là qu'épreuves et marécages. Des épidémies se répandirent rapidement, plongeant le groupe dans le désespoir, avec même des pertes humaines. Les colons durent se confronter à une vérité implacable. Nul cacique, nul Poyaïs n'existait, et ils se trouvaient en réalité en situation illégale sur un territoire revendiqué par le roi. Fort heureusement, certains finirent par être secourus. Sur les quelques 250 individus ayant embarqué pour Poyaïs, au moins 180 périrent dans l'entreprise, scellant l'une des escroqueries les plus audacieuses que l'histoire ait connues. Quant au prétendu prince, quel fut son sort? Lorsque l'illusion de Poyaïs commença à se dissiper en Grande-Bretagne, il tenta d'en faire la promotion en France, mais sans rencontrer davantage de succès. Plus tard, une fois les mois suscités par le retour des rescapés quelque peu apaisés, MacGregor ramena sa famille à Londres. Certains investisseurs, abusés par l'argument selon lequel les précédents défauts de paiement relevaient de la mauvaise gestion d'un agent, continuèrent pourtant à soutenir un prêt de 300 000 livres via la maison Thomas Jenkins & Company. Peu après, MacGregor fut arrêté, puis libéré sans aucune charge. Il lança alors une version plus modeste de son projet, se déclarant « cacique de la République de Poyaïs » et ouvrant un nouveau bureau, cette fois dépourvu de toute prétention diplomatique. À la mi-1827, une mise en garde anonyme commença à circuler dans Londres, avertissant les investisseurs d'une escroquerie potentielle. Nombre d'entre eux comprirent qu'ils avaient été dupés, mais rares furent ceux qui osèrent remettre en question l'existence même de Poyaïs. Les efforts ultérieurs de MacGregor pour écouler des certificats fonciers liés à Poyaïs se soldèrent par un échec, notamment après que le roi Robert Charles Frédéric eut émis des titres concurrents. Tandis que les créanciers réclamaient les intérêts impayés, MacGregor ne pouvait leur offrir en échange que de nouveaux certificats, à la manière d'une pyramide de Ponzi. En 1834, il retourna à Édimbourg, où il tenta de racheter certains titres avec d'autres certificats fonciers. Sa dernière tentative connue de vente de ces titres remonte à 1837. Josepha MacGregor s'éteignit le 4 mai 1838 à Burgmuir Head, près d'Édimbourg. Peu de temps après, MacGregor quitta le pays pour le Venezuela et s'établit à Caracas. En octobre de la même année,
Il sollicita la nationalité ainsi que la réintégration de son grade antérieur au sein de l'armée vénézuélienne, réclamant arriérés de soldes et pensions. Pourtant, sa vie ne connut jamais la splendeur d'un règne.